messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Quels sont les défis qui attendent le général de division Abdoulaye Maïga et son équipe? Beaucoup d'observateurs jugent le chantier immense. La nouvelle équipe de 28 membres, dont 5 femmes, aura en face la consolidation des acquis dans le domaine de la défense et de la sécurité, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles, la lutte contre la corruption, le développement à travers certains secteurs clés comme l'énergie, les infrastructures, l'école ou encore la santé. Yaya Konaté nous décrypte tout cela. Le décret numéro 2022-07-52 PTRM du 4 décembre 2022 le mettait déjà en pole position. Après près de 4 mois d'intérim à la primature, le colonel Abdoulaye Maïga était nommé ministre d'État intérimaire désigné du Premier ministre en cas d'absence, d'empêchement ou de vacances de poste. L'intérim à la tête du gouvernement avait sans doute révélé à la face du monde ses talents de meneur et de chef d'équipe tant l'homme avait convaincu par sa méthode et ses résultats. De retour aujourd'hui à la primature, le désormais général de division Abdoulaye Maïga retrouve les mêmes fonctions en tant que titulaire du poste. Un poste stratégique qui lui confère les responsabilités de chef de l'administration avec la lourde tâche de coordonner et de conduire l'action gouvernementale sous la responsabilité du chef de l'État. Une fonction stratégique donc dans un contexte marqué par des défis multiples. D'abord, la crise sécuritaire. Malgré les succès engrangés par nos femmes avec en prime la victoire éclatante qu'a constituée la reprise de Kidal, le défi sécuritaire demeure et la lutte contre le terrorisme se poursuit avec comme finalité recherchée la reconquête totale du territoire national, le retour de l'administration dans un Mali en paix et dont les fils reparlent le même langage. Un Mali en paix et un Mali réconcilié, c'est aussi un Mali qui retrouve ses repères. Déjà véritablement lancé, le train des réformes politiques et institutionnelles devrait aussi poursuivre son petit bonhomme de chemin sous l'impulsion du chef de la nouvelle équipe gouvernementale. Il faut le dire, les réformes déjà en cours sont au cœur du processus de refondation annoncé et concernent tous les domaines de la vie de la nation. Attendu également, le Premier ministre et son gouvernement le sont sur le terrain diplomatique. Notre pays devra poursuivre son positionnement sur la scène internationale avec comme boussole les 3 principes édictés par le président de la transition et qui guident désormais l'action publique au Mali. Des principes qui font aujourd'hui du Mali un pays respecté et admiré sur la scène internationale. Il s'agira en outre pour notre pays de consolider sa position dans la sous-région à travers la Confédération AES, mais aussi de réussir la sortie annoncée de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au nombre des défis, on peut citer également la poursuite des efforts dans le cadre de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la relance économique, l'apaisement du climat social ou encore l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes, sans oublier la résolution de la crise énergétique que traverse le pays et qui affecte les Maliennes et les Maliens au quotidien. Pour faire face à l'ensemble de ces défis, le général Maïga devra donc faire appel à toutes ses qualités d'homme d'État dans la conduite de l'action gouvernementale sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à qui il revient dans la pratique de définir les grandes orientations à travers une feuille de route qui fixera le cap pour la nouvelle équipe. La COP 29 s'est achevée à Bakou en Azerbaïdjan. Un accord a été trouvé pour mobiliser 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. C'est pour aider les pays en développement à lutter contre les effets du changement climatique. Ce financement vise particulièrement à soutenir les pays concernés dans leur transition énergétique, leur adaptation au réchauffement climatique et la gestion des pertes liées aux catastrophes climatiques. On en parle avec l'invité de ce 13h dimanche, Ousseini Nafo, en direct de Bakou. Il est porte-parole du groupe africain à la COP 29. Monsieur Nafo, bonjour. Bonjour. Alors, quelle appréciation faites-vous des conclusions de cette COP 29? Êtes-vous satisfait de l'accord obtenu? Nous sommes particulièrement satisfaits pour 2 raisons. Vous savez, nous négocions depuis 4 ans cette nouvelle cible qui devait remplacer la cible de 100 milliards. Nous savons donc dès le départ que le montant lui-même allait être un montant politique. L'Afrique et tous les pays en développement se battaient pour un montant de 500 milliards. Donc nous savions que le montant allait être politique et moins que 500 milliards. Donc l'Afrique est arrivée littéralement 1 heure avant la fin des négociations ce matin à faire 2 amendements dans le texte. Premier amendement, c'est que ce montant de 300 milliards de dollars à l'horizon 2035 est un seuil plancher. Nous sommes arrivés à introduire littéralement le terme minimum, c'est-à-dire au minimum 300
500 milliards. Donc c'est un montant plancher et non un montant plafond. Le deuxième amendement que l'Afrique est arrivée à introduire dans le texte, c'est qu'il va avoir une revue dans 5 ans. C'est-à-dire que le montant n'est pas un montant sur 10 ans. Dès 2030, il va y avoir une revue de ce montant à la hausse. Donc nous sommes convaincus que dans 5 ans, nous allons pouvoir revoir ce montant à la hausse et donc peut-être atteindre notre chiffre de 500 milliards à l'horizon 2035. Très bien. Cela a ensuite oui. des implications très pratiques pour le Mali en termes d'opportunités de mobilisation de ressources. Il y a à peine un mois, le Mali est arrivé à accréditer sa première entité nationale au Fonds vert pour le climat, qui est le fonds le plus important au niveau international. La Banque nationale de développement agricole, la BNDA, a été accréditée. Cela va permettre au secteur privé malien d'avoir accès au Fonds vert pour le climat. Et le Fonds vert pour le climat travaille également à accréditer l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales du Mali pour que les collectivités territoriales, les organisations également maliennes non privées puissent avoir un accès direct aux ressources du fonds. Donc, dans ce contexte d'augmentation des ressources, nous espérons que cela va avoir un impact direct dans la mobilisation et le financement climat au Mali. Très bien. Et durant ces négociations, sur quoi avez-vous insisté concrètement pour convaincre les pays développés? Pour nous avons insisté sur l'urgence. Quand vous regardez toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord, vous avez par exemple en Afrique du Nord des pays comme le Maroc qui sont à 6 années de sécheresse consécutive. Vous avez tout le Sahel du Sénégal jusqu'au Tibesti, au lac Tchad, vous montez jusqu'au Tibesti, au Tchad, qui sont inondés. Le Mali même est en état de catastrophe, état d'urgence de catastrophe naturelle. Vous allez en Afrique australe, c'est la même chose. Le monde entier vit aujourd'hui l'impact du changement climatique. C'est un problème de sécurité nationale, c'est un problème économique majeur. Donc, il est important pour nous que les négociations sur le financement et l'accès sur le financement. Et il y a également eu un accord sur la simplification des procédures. Vous savez, ces fonds internationaux sont extrêmement compliqués en termes d'accès, en termes de procédures, en termes d'approbation. C'est des fois très long, ça peut prendre 18-24 mois. Donc, il faut revoir des cycles d'approbation courts et il faut surtout que nos entités, les entités nationales, les entités locales de nos pays puissent avoir accès à ces ressources-là. Donc la COP a donné des recommandations très claires à l'ensemble des organismes et des institutions internationales pour qu'elles revoient leurs règles, pour qu'elles facilitent l'accès aux institutions nationales et aux institutions locales, le financement qui existe et le financement qui va être mis à disposition dans les 5-10 prochaines années. Et le dernier point, il y a un fonds qui a été mis en place l'année dernière, un fonds pour les pertes et préjudices, un fonds pour les catastrophes naturelles. Donc à la COP, il fallait qu'on prenne les dernières décisions pour opérationnaliser ce fonds et que ce fonds puisse faire ses premiers décaissements en 2025. Nous l'avons fait également. Donc les dernières décisions ont été prises et nous pensons que ce fonds, justement, sur les catastrophes naturelles, sur les pertes et préjudices, va être opérationnel mi-2025. Très bien. Nous allons travailler pour que les pays africains soient prêts pour avoir accès à ces ressources-là avant la fin de l'année prochaine. Pour un pays comme le Mali, M. Nafo, que conseillez-vous aux autorités, aux partenaires pour que les acteurs puissent bénéficier ou avoir accès très rapidement ou avoir facilement accès aux fonds disponibles? Que conseillez-vous concrètement au Mali? Le travail est en cours. Comme je disais, en tant que porte-parole du groupe de négociateurs et également en tant que coordinateur de l'initiative de l'Union africaine pour l'adaptation, nous travaillons avec les autorités, nous travaillons avec des institutions comme l'Agence de l'environnement et du développement durable. Nous travaillons sur le portefeuille. Nous travaillons sur le portefeuille de projets. Je puis par exemple vous annoncer que dans 2 mois, nous allons avoir un projet du Mali qui doit être présenté au Fonds vert pour le climat d'environ 25-30 millions de dollars, un don pour lutter contre le changement climatique dans les régions du centre. Donc la première des choses,
c'est se préparer des projets du secteur privé, des projets du gouvernement, mais également des collectivités territoriales, des projets des organisations de la société civile. La meilleure manière de se préparer, c'est de formuler des projets et des programmes et de pouvoir maintenant présenter ces projets et ces programmes-là. Et c'est ce que fait également le groupe de négociateurs africains. Le groupe de négociateurs africains travaille à mettre à disposition des pays de l'expertise technique, de l'assistance technique pour aider les pays à formuler des projets et des programmes. Ce sont d'ailleurs les instructions qui ont été données par les ministres et les chefs d'État africains au groupe des négociateurs. C'est-à-dire vraiment regarder l'agenda de la mise en œuvre et soutenir les pays dans leurs efforts de formulation de projets et de programmes pour avoir accès à ces ressources et de les accompagner au niveau des conseils d'administration où nous siégeons pour que l'accès soit le plus rapide possible et que les fonds aillent directement, et ça j'insiste, directement aux entités nationales de nos pays. Et pas forcément, comme ça a été fait depuis tout le temps, aux entités internationales, mais que vraiment nous puissions prioriser nos entités nationales dans l'accès aux ressources pour lutter contre les changements climatiques. Une dernière question. Après chaque COP, on en a l'impression que la rencontre est sanctionnée ou les rencontres sont sanctionnées par de simples promesses. De quels moyens de pression disposez-vous pour vraiment débloquer les fonds promis au profit des pays en voie de développement? Il y a deux niveaux. Le premier, c'est le niveau politique. Vous savez, il existe une coordination, un comité des chefs d'État africains sur le changement climatique, qui à l'heure actuelle est présidé par le président Kenya. Et depuis l'année dernière, les chefs d'État africains organisent des sommets que pour le climat. L'année dernière, nous en avons eu un sur le premier sommet de l'action climatique en Afrique, où une trentaine de chefs d'État africains ont participé. Un second aura lieu au mois de septembre à Nairobi. Donc les chefs d'État africains se sont saisis de cette question. Nous maintenant, au niveau technique, ce que nous faisons depuis quelques années maintenant, comme je l'ai déjà indiqué, c'est les experts de notre groupe, nous-mêmes, en assistance technique, nous venons en appui à nos pays pour formuler les projets et les programmes. Et ensuite, quand ces projets et ces programmes sont formulés, nous nous battons dans les conseils d'administration, notamment au Fonds vert pour le climat, au Fonds pour l'adaptation et au dernier né des fonds, le fameux Fonds pour les pertes et préjudices, qui d'ailleurs dont le directeur général est aujourd'hui un Africain, un Sénégalais, et toute l'Afrique s'est battue pour que ce soit un Africain qui dirige ce fonds-là. Donc nous allons nous battre également dans les conseils d'administration pour changer les règles, pour que les règles soient plus rapides, plus efficientes, et que les projets aillent aux entités africaines. Donc nous nous battons à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau de la formulation des projets, dans les conseils d'administration pour faire passer les projets. Monsieur Ousseini Nafo, je rappelle que vous êtes porte-parole du groupe africain à la COP 29. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci pour l'invitation. Et à Abuja, pour poursuivre cette édition, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, accompagné de certains de ses collaborateurs, a rencontré à la chancellerie du Mali les chefs des missions diplomatiques du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Cette rencontre se situe dans le cadre des échanges périodiques entre le bureau et ses partenaires. On en sait davantage avec Amadou Sankaré depuis Abuja. En recevant le diplomate onusien, les ambassadeurs de la Confédération AES ont tour à tour pris la parole pour saluer cette démarche consistant à venir échanger avec eux sur la situation politico-sécuritaire dans leurs pays respectifs au sein de la Confédération et au-delà dans la sous-région ouest africaine. Face à leurs hôtes et tout au long des échanges, les chefs des missions diplomatiques de la Confédération AES ont évoqué avec pédagogie et munitie les raisons qui ont motivé le départ de leur pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans ce cadre qu'ils ont déclaré qu'il est regrettable que ce soit un destin tragique des trois États qui a occasionné une accélération du processus politique et un renouveau de l'intégration sous-régionale qui se voit à travers la création de la Confédération des États du Sahel. Aussi, ils ont affirmé que certes le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retirent de la CEDEAO, mais qu'ils restent naturellement membres à part entière
de la sous-région du point de vue géographique. De fait, les modalités de coopération future doivent être discutées dans un esprit constructif de partenariat dans le souci de préserver l'héritage commun. Cheikh Oumar Koulibaly, ambassadeur du Mali au Nigeria. Nous insistons sur l'impératif et la nécessité d'avoir un leadership africain. C'est important parce qu'on a indexé ici des faiblesses, des défis comme les ingérences, comme les diktats d'acteurs extra-régionaux. Et ces ingérences-là démontrent à quel point nous, Africains, nous avons effectivement à nous approprier, à nous réapproprier nos organisations, à impulser un leadership véritablement africain. Et une des conditions aussi, c'est la question du financement. Ces organisations, si nous ne les finançons pas nous-mêmes de manière autonome en tant qu'Africains, évidemment, on va toujours continuer à subir les diktats et les ingérences venues d'ailleurs souvent d'acteurs non communautaires. Donc il y a beaucoup de problématiques effectivement qui ont surgi de nos échanges, de cette réunion. En tout cas, je me réjouis vraiment de la disposition d'esprit dans laquelle vous êtes, et l'accompagnement des Nations Unies. Prenant la parole, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel dit avoir apprécié la qualité des échanges avant d'affirmer que les Nations Unies seront toujours aux côtés des trois pays. Il a également saisi cette occasion pour parler de la nécessaire réforme de la CEDEAO. C'est pourquoi il souhaite que les trois pays de la Confédération prennent une part active dans ce processus. Reynaldo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et chef du bureau de l'UNOWAS. Nous avons parlé aussi de la CEDEAO et sur la nécessité des réformes. La décision a été déjà prise par les chefs d'État de penser sur l'avenir de l'organisation. Donc nous demandons que les trois pays participent dans cette réforme de l'organisation parce que pour la mieux adapter aux besoins et aux défis de la région. Enfin, les deux parties ont salué cette initiative qui vise à consolider le partenariat entre les Nations Unies et les pays de la Confédération AES. Abuja, Amadou Sankaré pour l'ORTM. Merci beaucoup Amadou Sankaré. Nous restons au Nigeria où le taux de déscolarisation est à la hausse. Oui, plus de 18 millions d'enfants en âge d'être scolarisés ne le sont pas. C'est un record mondial. Un record mondial dans le pays le plus peuplé de l'Afrique de l'Ouest. On en parle avec vous, Lassina Keita, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors comment peut-on expliquer cette tendance dans un État fédéral comme le Nigeria? Le constat est alarmant. Le Nigeria concentre à lui seul 15% des enfants déscolarisés dans le monde, selon l'UNICEF. Dans plus de 18 millions d'enfants ne sont pas scolarisés et plusieurs facteurs sont à la base. D'abord, le manque de contribution des États qui nourrit la déscolarisation. Pour débloquer les enveloppes prévues au niveau fédéral, chaque État doit contribuer à alimenter les fonds pour l'éducation de base. Depuis plusieurs années, certains préfèrent renoncer aux subventions et ne versent pas leurs contributions. C'est le cas cette année de 34 États sur 37 qui composent le Nigeria. Ensuite, on peut citer d'autres causes qui mettent en mal l'éducation dans ce pays comme la pauvreté, l'insécurité, le manque d'écoles et de professeurs. Les défis sont nombreux et le Nigeria pourrait voir sa population doubler d'ici 2050 et atteindre 410 millions d'habitants en devenant le troisième au rang mondial selon l'ONU. Cela fait donc de l'éducation un thème prioritaire dans ce pays, mais selon Jitaro Sakamoto, responsable éducation pour UNICEF Nigeria, l'éducation n'est pas la priorité de certains États nigériens. Il manque des classes et il manque environ 190 000 enseignants au niveau du primaire. Il ajoute que le pays a besoin de plus de financement pour construire des classes, les équiper et embaucher les enseignants. Pour redresser la barre, Idriss Salissou Rogo, maître de conférence au département éducation de l'université Bayero de Kano, appelle la société civile à faire pression sur les décideurs parce que le système éducatif public est en train de sombrer et personne ne semble prêt à le sauver. Il propose également la dénonciation de l'attitude nonchalante des gouverneurs selon ces termes pour la jeune génération et celle à venir. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup Lassina Keita pour toutes ces explications. Les propos du président français Emmanuel Macron lors du sommet du G20 au Brésil suscitent une vive indignation en Haïti. Eh bien,
d'une vidéo diffusée jeudi. Il traite les membres du Conseil de transition haïtien de, je cite, de parfaits imbéciles et accuse les Haïtiens d'avoir transformé leur pays en narco-État. Mohamed Sangaré, on en parle avec vous. Bonjour. Oui, bonjour Ibrahim Traoré. Quelles ont été les réactions de ces Haïtiens face aux propos du président français? Beaucoup de citoyens et d'organisations haïtiennes ont condamné les remarques de Macron, les qualifiant d'insultantes et dévalorisantes. Des voix se sont élevées pour rappeler la nécessité de respecter la souveraineté d'Haïti et de ne pas stigmatiser le peuple haïtien. Des critiques ont été formulées sur le fait que les leaders étrangers, tels que Macron, devraient plutôt chercher à soutenir le pays dans sa lutte contre l'insécurité et les crises politiques. Plusieurs personnalités politiques et experts haïtiens ont vu dans ces commentaires une forme de mépris et ont appelé à une réflexion sur la façon dont les dirigeants étrangers parlent des problématiques locales. Les réseaux sociaux ont été inondés de réactions avec de nombreux internautes dénonçant ces propos comme étant condescendants et minimisant les défis auxquels fait face le pays, tels que la pauvreté, l'instabilité politique et la violence. Le gouvernement haïtien a convoqué l'ambassadeur de France pour demander des explications. D'après la diplomatie haïtienne, l'ambassadeur a reconnu qu'il s'agissait de propos malheureux. Une lettre officielle de protestation lui a été remise et a été adressée au ministre français des Affaires étrangères, Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré. Et on fait le tour du reste de l'actualité internationale, cette fois-ci en plus bref. C'est avec vous, Bemba Sibi, bien installé. Bon, oui, effectivement, Ibrahim Traoré. Bonjour. Bonjour à vous. D'abord, la Côte d'Ivoire, où le recensement électoral de la commission électorale indépendante a atteint un nouveau record. Plus de 943 000 nouveaux votants ont été enregistrés cette année lors du recensement électoral. Ce résultat marque une progression par rapport au recensement de l'année dernière où 575 489 nouveaux votants avaient été enregistrés selon Siaka Bamba, 4e vice-président de la commission électorale indépendante. Par contre, l'opposition ivoirienne estime qu'il y a une mauvaise gestion de la liste électorale et propose une extension de 3 mois. En République démocratique du Congo, un éboulement fait plusieurs morts. L'éboulement s'est produit hier à Nyambibé, dans la province du Sud Kivu. Le bilan est d'une dizaine de morts, 3 blessés et des dégâts matériels. Aussitôt, des engins de l'armée congolaise, des secouristes, de la Croix-Rouge et des jeunes volontaires de cette localité ont entamé les fouilles pour retrouver les victimes. Naufrage de bateaux dans le Pacifique, l'on déplore plusieurs morts. 22 morts exactement et 48 autres secourus suite au naufrage de 2 bateaux somaliens au large de Madagascar. Les survivants ont été transférés à Nossi-Bé pour des examens médicaux. Ce sont des pêcheurs qui ont découvert les 2 bateaux. Selon la gendarmerie malgache, ils voulaient rejoindre l'île de Mayotte en France. Le bateau a quitté les côtes somaliennes le 2 novembre dernier. Et cet autre drame a déploré, avec 82 morts et 156 blessés au nord-ouest du Pakistan. C'est le bilan provisoire de violence entre les 2 tendances musulmanes sunnites et chiites. L'information a été donnée aujourd'hui par un membre de l'administration locale sous couvert d'anonymat. Le jeudi dernier, une dizaine d'assaillants avaient tiré à vue sur 2 convois transportant des familles chiites. Et comme revanche, des chiites avaient mené des raids de représailles les vendredis et samedis derniers sur les quartiers sunnites. Merci beaucoup, Bemba Sibi, pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale en plus bref. Retour à l'actualité nationale pour recevoir le second invité de ce 13h dimanche. Il s'agit de Seriba Traoré, le conseiller technique à la CANAM, chargé du régime d'assurance maladie universelle. Eh bien, la structure vient de tenir la 28e session de son conseil d'administration. On en parle avec M. Traoré. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les principales décisions issues de cette 28e session du conseil d'administration de votre structure? Bonjour et merci bien pour cette occasion que vous nous donnez de parler de la CANAM. Et la 28e session du conseil d'administration s'est tenue le mardi dernier, le mardi 19. Et comme décision phare, il s'agissait d'abord du renouvellement du bureau du conseil d'administration. Donc il y a eu un nouveau PCA qui a été désigné,
la personne de M. Babi qui est du patronat. Donc il a son mandat à faire dorénavant à la tête du conseil d'administration de la CANAM. Ça, c'est d'abord, c'était sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement social. Donc ça a été vraiment, on peut dire, la décision phare de ces 28e session du conseil d'administration. Ensuite, il y a eu l'adoption des rapports d'activité. Les rapports d'activité des années 2023, 2022, avec l'examen aussi de l'état d'exécution du budget à mi-parcours, du budget 2024. Qui s'élève à combien? Donc aujourd'hui, en comparant les recettes, parce que c'est un budget quand même assez équilibré, vous savez que au niveau de notre organisation, nos recettes sont recouvrées par l'INPS pour le secteur privé et la CMSS pour le secteur public. Tout à fait. Donc, ces recettes, quand on prend le secteur privé, nous sommes pratiquement à 67 milliards. Bon, je n'ai pas tous les détails. Plus de 67 milliards ou environ. Oh, d'accord. Au niveau de la CMSS, plus de 50 milliards. D'accord. Donc, ça, c'est ensemble, font aujourd'hui les recettes annuelles de la CANAM. Alors, parlons de la couverture maladie sur le territoire national. Où en êtes-vous aujourd'hui à travers le pays? Oui, la couverture, vous savez, d'abord, vous avez vu les différents slogans que nous faisons aujourd'hui, le basculement de l'AMO vers les RAMI. Parce qu'avec l'AMO, nous avons une cible, notre cible, c'est les fonctionnaires civils, les militaires, les parlementaires, et les travailleurs gérés par l'INPS. Donc, avec cette cible-là, nous avons aujourd'hui dans nos bases pratiquement 2 millions de personnes, des bénéficiaires à la date d'aujourd'hui de l'assurance maladie, qui sont immatriculés, qui ont nos cartes et qui bénéficient de nos prestations. Mais aujourd'hui, le gouvernement du Mali a vraiment décidé d'étendre la couverture à toute la population malienne. Donc par rapport à ça, c'est les travaux techniques qui sont aujourd'hui en cours. Et nous avons la loi a déjà été adoptée, son décret d'application est passé. Donc nous sommes en train de mettre en place les outils de gestion et de travailler aussi à l'adoption des autres textes d'application. Et donc par rapport à cela, nous allons intervenir en plus de l'INPS et la Caisse malienne de sécurité sociale. D'autres organismes auxquels nous allons encore déléguer des missions dans le cadre de la délégation de gestion. Il s'agit de l'Union technique de la mutualité qu'on appelle UTM, qui est en fait une faîtière des mutuelles de santé aujourd'hui qui existent au Mali. Parce que pour aller au RAMI, à la couverture de maladie universelle, il faut, parce que qui va concerner les secteurs de la mutualité, va couvrir plus de 78% de la population. Donc pour parvenir à ça, nous voulons vraiment organiser tous ces secteurs, toutes ces populations, toutes ces catégories de personnes en mutuelle de santé. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de mettre l'accent sur la fonctionnalité des mutuelles et la mise en place de nouvelles mutuelles de santé. Très bien. Alors, si vous avez un message particulier aujourd'hui à passer, quel est cet appel? Oui, l'appel que nous voulons lancer, c'est vraiment un appel concernant la fraude, la lutte contre la fraude qui handicape beaucoup aujourd'hui la CANAM. Parce que la majorité, pratiquement 50% de nos dépenses de prestations vont dans la fraude. La fraude vraiment est devenue aujourd'hui, a atteint aujourd'hui telle ampleur que ça nous inquiète de façon, notre survie même est en train d'être liée à ce phénomène. Les gens, l'appel que nous lançons, c'est à tous les niveaux, d'abord aux assurés, ceux qui viennent faire souvent des fausses déclarations, des usurpations d'identité pour mettre en leur nom des enfants, des ayants droit qui ne sont pas en réalité et qui ne relèvent pas en réalité d'eux. Au-delà de ça, et surtout les employeurs qui jusqu'à présent refusent de cotiser, ils ne savent pas que c'est une sorte de fraude. Parce que, mais que risque-t-il? Oui, il y a des risques qui sont là, parce que quand on regarde la loi, les textes, il y a des sanctions qui sont prévues en la matière, pénales qui sont prévues. D'accord. Voilà, même concernant les prestations aujourd'hui, nous avons des prescripteurs, des prestataires de soins qui font la fausse facturation, qui aujourd'hui parviennent à avoir des faits de soins. En réalité, il n'y a pas d'assuré derrière, mais ils les remplissent, ils les envoient au remboursement. Nous avons eu à apprendre beaucoup. Donc vraiment, c'est sensibiliser qu'il faudra que chacun prenne conscience qu'avec cette façon de faire, c'est la survie de la CANAM qui est vraiment en jeu. Très bien. Monsieur Siriba Traoré, je rappelle que vous êtes conseiller technique à la CANAM, chargé du régime d'assurance maladie universelle. Merci d'être passé par là. Merci bien. L'actualité des sports dans quelques instants.
sports, Famourou Djourté est bien installé. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré, bonjour. Plaisir de te retrouver. Hein. Le plaisir est partagé. Merci. Alors en football, le championnat national professionnel du Mali a démarré hier samedi par 3 matchs et se poursuivra cet après-midi avec 2 rencontres. Quelles sont ces affiches du jour, Famourou? Les 2 matchs du jour se jouent au stade de Mamadou Konaté à 16h. Là, il sera le reçoit l'USFAS. Juste après, à 18h, Binga FC affronte l'US Bougouba. En ouverture, hier samedi, les Étoiles du Mandé, promis cette saison, ont dominé Afrique Football Elite par 2-0 au stade Salif Keita à Kati. Ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, l'AS Bakaridian de Baraouli a été tenu en échec par l'autre promu, le FC Diara. Score 1 but partout. L'association sportive de Korofina s'est inclinée 2-0 devant 11 créateurs de Nyarela. Les 2 derniers matchs de la première journée, à savoir Djoliba AC US Bougouni et Ice Police Stade Malais de Bamako, sont reportés à une date ultérieure en raison des premières journées de compétitions interclubs de la CAF prévues en milieu de semaine, plus précisément mardi et mercredi. Le Djoliba est engagé en Ligue des Champions et se déplace à Tunis pour défier l'Espérance, tandis que le Stade Malien de Bamako joue la Coupe CAF et accueille ici à Bamako, au stade du 26 mars, Stellenbosch d'Afrique du Sud. Ligue féminine des champions de la CAF 2024, le tout-puissant Mazembe de la RDC est sacré champion pour la première fois de son histoire. Oui, pour la première fois dans son histoire, la sélection féminine du prestigieux club congolais TP Mazembe de la RDC a soulevé le trophée de la Ligue des champions féminines de la CAF. Une victoire face à l'AS FAR du Maroc, 1-0 en finale à Rabat. Le club congolais est bien entré dans la rencontre avec l'ouverture du score de la 10e minute sur penalty. La suite du match sera finalement bien gérée par les Congolaises qui se sont procurées de multiples opportunités sans pour autant se montrer précises. Premier sacre continental pour ces joueuses qui ont été beaucoup plus entreprenantes dans le match. Concernant les distinctions individuelles, le trophée du fair play est revenu au FC Massar d'Égypte qui a fini sur le podium. Habiba El Taher du FC Massar est élu meilleure gardienne du tournoi avec 6 buts inscrits dans la compétition. Doha El Madani de l'AS FAR remporte le titre de meilleur goléador et Shana Moussidi de l'AS FAR a gagné le prix de la meilleure joueuse de la compétition. Qualification pour l'Afro-Basket féminin 2025. Le Mali joue en ce moment contre le Maroc. Oui, le Mali et le Maroc, 2 sélections qui ont perdu leurs deux premiers matchs, s'affrontent actuellement au compte de la 3e et dernière journée de la phase allée de cette fenêtre de qualification pour l'Afro-Basket masculin 2025. Après les 3 premiers cartons, ce sont les Aigles basketteurs qui sont devant 66-53. Le Mali a essuyé sa 2e défaite face au Soudan du Sud hier samedi, 85-60 après sa première déconvenue contre la RDC, 72-64 vendredi en ouverture. Quant aux Marocains, ils ont concédé leur 2e défaite hier samedi face à la République démocratique du Congo sur un score de 65-74 après celle devant le Sud-Soudan vendredi 66-82. Et je rappelle que l'équipe nationale du Mali est logée dans le groupe A qui comprend la République démocratique du Congo, le Maroc et le Soudan du Sud. Les 4 sélections seront en lice pour la réservation de 3 tickets de qualification à la prochaine phase décisive et qualificative pour l'Afrobasket 2025. Ces qualifications se jouent en 2 phases, dont la première du 22 au 24 novembre 2024 qui se tient présentement au Sénégal. Mali-Maroc, en ce moment, quel est le score 66-53 à 2 minutes de la fin exactement. Pour le Mali. Très bien, pour le Mali. Alors que la trêve internationale du mois de novembre est terminée, tout comme la phase du groupe de la Ligue des Nations, les nations européennes vont se concentrer sur la Coupe du Monde 2026. Oui, si les éliminatoires ont débuté depuis un moment en Amérique du Sud, en Asie ou encore en Afrique, l'Europe n'a pas entamé les qualifications et c'est pour bientôt, à partir de mars 2025. 54 sélections vont s'affronter pour 16 places qui permettront de participer à ce mondial 2026. Après le Qatar, l'édition prochaine de la Coupe du Monde aura lieu au Mexique, États-Unis et Canada. Et pour avoir son sésame, il faudra batailler très dur, même s'il y a plus de place car le format de la Coupe du Monde est passé de 48 équipes contre 32 anciennement. Pour ces éliminatoires en Europe, le tirage au sort aura lieu le 13 décembre 2024 et les chapeaux sont déjà connus. Dans le premier chapeau, on retrouve la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, la Croatie, la Suisse, le Danemark et l'Autriche. Ces pays cités ne se retrouveront pas dans la même poule. Les 12 premiers sont qualifiés directement pour la Coupe du Monde 2026. Les 12 deuxièmes ainsi que 4 issus de la Ligue des Nations joueront les barrages.
Une nouvelle fois, la Russie, sanctionnée par la FIFA, ne participera pas à cette Coupe du Monde 2026. Dans ces éliminatoires, il y aura des groupes de 4 et de 5. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives, Famouroune Djourté. Focus santé. La dépigmentation, sujet de la chronique santé de ce dimanche, une réalisation de Koumba Sissé. Au Mali, comme dans le reste du monde, la dépigmentation est pratiquée par les femmes et les hommes. Une pratique qui dénature l'état de la peau en lui donnant une autre couleur. Pour passer à l'action, il y a plusieurs options. Abdoulaye Kanouté, dermatologue. La dépigmentation, c'est une pratique qui consiste à faire blanchir la peau par des produits chimiques. Ces produits chimiques, ça peut être soit l'application sur la peau, simplement, ou soit par l'injection des produits chimiques dans la peau. Ces substances chimiques, qui sont généralement composées d'hydroquinone, de dermocorticoïdes, de glutathion ou du sel de mercure, sont à la base des infections cutanées et autres maladies chroniques. Abdoulaye Kanouté, dermatologue. Sur le plan dermatologique, d'abord, c'est des infections cutanées, des infections superficielles qu'on appelle les mycoses. Ces mycoses superficielles peuvent s'étendre sur une grande partie de la peau et qui grattent énormément. On a ce qu'on appelle l'acné. L'acné, c'est des boutons qui vont s'apparaître au niveau du visage. Et ces boutons sont vraiment inesthétiques. C'est-à-dire que l'acné va causer un autre problème à lui-même seul que la dépigmentation. On a ce qu'on appelle les vergetures. Donc on a ces vergetures-là qui apparaissent au niveau de la poitrine, au niveau des aisselles. Voilà. Et ces vergetures-là sont différentes des vergetures qui sont causées par la grossesse. Après ces vergetures, on a ces taches noires. Ces taches noires qu'on appelle ochronoses, ces ochronoses-là apparaissent sur les zones photo-exposées, partout où la zone est exposée au soleil. Donc, c'est des zones qui vont être hyperpigmentées. Et cette tache hyperpigmentée est vraiment difficile à faire disparaître. On a ce qu'on appelle également les cancers de la peau. Après le plan dermatologique, il y a le plan d'ordre général. Cette dépigmentation peut entraîner ce qu'on appelle le diabète. Donc, les dermocorticoïdes et les hydroquinones, leurs utilisations au long cours augmentent le taux de sucre dans le sang. Ces pratiquants ou ces pratiquantes de dépigmentation peuvent avoir une hypertension artérielle au long cours. Il y a d'autres maladies chroniques. La forte utilisation des dermocorticoïdes peut entraîner une insuffisance surrénalienne. Les surrénales qui sécrètent un peu de sucre dans le sang ou un peu de cortisol dans le sang va arrêter de produire, c'est ce qu'on appelle du cortisol. Et ce cortisol-là est sécrété à chaque 8 heures du matin. Une fois la cortisol est arrêtée, on parle d'insuffisance cortisolémique et qui va entraîner un syndrome de Cushing. Un syndrome de Cushing, la patiente va avoir le haut du corps, va avoir une augmentation de poids au niveau du haut du corps. Autre effet néfaste de la dépigmentation, le choc psychologique en cas d'échec de la pratique. Abdoulaye Kanouté. Sur les effets psychologiques, quand on fait la dépigmentation, les effets estompés ne sont pas toujours là. Ça peut entraîner un manque d'estime de soi. Parce qu'elle voulait que sa peau soit vraiment très claire, très belle, mais cet éclaircissement qu'elle souhaitait, elle ne l'a pas eu. Donc d'une part, ça va entraîner ce qu'on appelle un manque d'estime de soi. Ça va entraîner ce qu'on appelle un choc psychologique. Ça va entraîner ce qu'on appelle une culpabilité, donc un regret. Effectivement, notre interlocutrice qui a voulu garder l'anonymat est dans le profond regret aujourd'hui. Elle vit avec les séquelles de la dépigmentation depuis plus d'une décennie. Ces séquelles sont des taches noires communément appelées mamies qui couvrent plusieurs parties de son corps. Cela fait 12 ans que je vis avec ces taches noires. Je déconseille aux enfants la dépigmentation. J'ai dépensé toute mon économie dans leur traitement, mais en vain. Mon souhait est que ma peau redevienne ce qu'elle était. Pas de demi-mesure. En cas d'une de ces maladies, la seule solution est d'arrêter immédiatement l'utilisation de ces produits chimiques et consulter un médecin. En ce qui concerne le traitement des petits boutons noirs, il est lent et coûteux, nous confirme le spécialiste. Focus santé.
13h42 sur nos antennes. Ainsi s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Absé Traoré et Fousséni Sissoko, à la mise en ligne Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, à la coordination éditoriale Bemba Sibi, à la réalisation Lassina Keita qui sera là juste après moi dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments de radio en notre compagnie. Bon dimanche et bon après-midi.